Il n'a jamais été aussi haut, son prix n'a jamais été aussi cher. J'ai jamais ressenti autant le fait que j'en avais pas assez. Alors que les investisseurs institutionnels poussent Bitcoin vers des sommets stratosphériques, les particuliers, eux, boudent complètement le marché de la crypto. BTC a passé les 100K, amen. Je pense qu'à l'époque où tu as commencé, on en rêvait des 100K, moi aussi j'en rêvais. Et aujourd'hui, on se dit, bah, c'est nul. 4 ans après des scandales comme FTX, Terra Luna et le grand nettoyage, il est temps de faire le bilan. Est-ce la fin des cycles en crypto ? Quelles sont les innovations blockchain qui marchent vraiment? Comment faire la différence entre innovation véritable et pur outil spéculatif? Allez, c'est parti pour le Finari Talk. Il y a un truc que j'ai appris en crypto-monnaie, c'est qu'il faut jamais insulter l'avenir. Salut Owen. Salut Mounir, comment ça va? Bah ça va bien. Écoute, enfin on l'avait déjà fait, mais on l'avait fait à mes tout débuts quand moi j'étais aspirant youtubeur. Toi t'étais déjà le plus gros youtubeur crypto à l'époque. Écoute, là je te vois arriver, je me dis bon bah encore quelques mois, puis il sera devant le rétro. Je m'accrocherai quand tu vas passer, j'ai prévu de gagner un petit peu d'accélération. Écoute, on fait grandir le marché ensemble. Toi, ça fait quand même un moment que tu es sur la crypto. Tu me disais que tu as commencé la chaîne il y a 9 ans. Ouais, c'est ça, 2016. Un tout petit peu moins de 9 ans. Ouais. Un tout petit peu moins de 9 ans. Historiquement, le marché de la crypto, il a connu des cycles de 4 ans. On disait toujours, voilà, c'est 4 ans. C'est d'ailleurs beaucoup plus court qu'un cycle de marché traditionnel. Il y a eu du coup ce qu'on appelle des bull runs en 2013, en 2017, en 2021 et puis en 2025. Et en fait, c'est un peu un bull run mi-figue, mi-raisin. BTC a passé les 100K, amen. Je pense qu'à l'époque où tu as commencé, on en rêvait des 100K. Moi aussi, j'en rêvais. Et aujourd'hui, on se dit, c'est nul. C'est nul, 100K, on veut plus. Il y a des institutionnels. À l'époque, on se disait, les institutionnels arrivent. Ça y est, ils sont là. T'as des trucs comme Ethereum qui sont en train de piquer un peu du nez. T'as les altcoins qui vont nulle part. C'est quoi le bilan du bull run 2025 ? Justement, est-ce qu'on peut appeler ça un bull run? Est-ce qu'on peut encore utiliser ce terme? Et du coup, il y a plein de sentiments contradictoires parce que tu peux pas non plus dire que c'est rien passé. C'est pas vrai. T'as justement BlackRock qui a ouvert la boîte de Pandore et qui a injecté des milliards. L'ETF Bitcoin, c'est l'ETF qui a collecté le plus dans l'histoire des ETF. Et qui met même l'ETF sur l'or dans le rétro, encore une fois. Donc, exactement. Quand tu te dis, il y a quand même eu certaines victoires d'un point de vue, en tout cas, du prix de Bitcoin aussi, parce que il tape son record avant même le halving, qui jusque-là... Oui, c'est vrai que c'était historiquement le métronome qui venait créer un cycle de 4 ans, finalement. Après ça, tu as eu le Bitcoin qui a encore battu un nouveau record avec l'élection de Donald Trump. Mine de rien, c'était quand même le nouveau président des États-Unis qui disait qu'il voulait faire des crypto-monnaies des États-Unis une terre d'innovation pour les crypto-monnaies. Et là, tu es dans un cycle où tu as l'impression que Bitcoin a une valeur qui est très très haute, mais calme plat. On n'en parle pas, il n'y a pas cette euphorie de fou qu'il y a eu en 2021, il n'y a pas le marché retail qui se rue vers l'achat de crypto-monnaies. Donc, tu as un sentiment, comme tu dis, mi-figue, mi-raisin, où on ne sait vraiment pas comment se positionner, parce que des cryptos fonctionnent, oui, mais pas toutes les cryptos comme dans les bull runs. Bitcoin a battu un record, oui, mais certaines grosses crypto-monnaies, notamment la deuxième, moins 45%. Ouais. Donc, on ne sait plus comment se positionner et il n'y a plus de mouvement global comme pour moi le bull run le définissait. C'était un moment où il y a tout qui partait en hausse et il suffisait d'être exposé en crypto pour gagner. Et je pense que le marché est maintenant trop large pour ça. Je pense qu'il y aura des bull runs à l'avenir. Je pense qu'il y aura, oui, mais ce sera des cycles en fait comme en bourse. Tu vas avoir certaines catégories d'actions, tu vas avoir des tendances plus spécifiques, tout comme on peut avoir une vague sur l'IA aujourd'hui. Je ne pense plus qu'il y aura des phases haussières qui vont toucher l'entièreté du marché crypto. Déjà, la différence entre 2021 et aujourd'hui, c'est qu'en 2021, il y avait 3-4 millions de cryptos. Il y en a 50 millions aujourd'hui. Toutes ne décolleront pas. Ils ont créé des machines à imprimer des monnaies de singe, très clairement. Donc, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont déjà mortes et qui ne se relèveront plus. Mais je pense quand même, évidemment, et je le vois même sur les volumes qui sont présents aujourd'hui, il y a quand même un intérêt de fond qui lui est croissant et il y a quand même toujours des gens qui se tournent vers les cryptos. Mais c'est juste que c'est moins généraliste qu'avant, quoi. Il y a une narrative qu'on entendait beaucoup, c'était les institutionnels vont arriver. Aujourd'hui, ils sont très présents, notamment via tous les émetteurs qui ont lancé des ETF. Est-ce qu'ils ont remplacé les particuliers sur ce cycle? Sur les précédents mois, oui. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, 70% des flux acheteurs sont des flux qui sont institutionnels. Et la grosse majorité, plus de 80% des vendeurs, c'est le retail et c'est les particuliers. Donc les entreprises et les institutions achètent. Et ce sont les particuliers qui vendent, ce qui est quand même drôle sur un actif à 100 000 $, de se dire que c'est du retail qui vend sur les institutions. Drôle jusqu'à ce que ça s'inverse,
Mais aujourd'hui, les institutions ne représentent que 30% des holders. C'est intéressant parce que historiquement, c'est vrai que sur les actifs, les retail arrivent après. Tout à fait. Et ils financent la sortie. Exactement, c'est l'exit money. Pourquoi en fait personne n'en parle fondamentalement? Parce qu'il y a quand même des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, je pense. Il y avait ce cap historique. Il y a quand même, enfin, tu l'as dit, tous les voyants sont au vert. Ouais, littéralement. Peut-être qu'il y a l'IA et le quantum computing où on pourrait dire on va réussir à casser l'algo de Bitcoin, mais tous les voyants sont au vert, personne n'en parle. Comment t'expliques ça? Je pense qu'il y a quand même eu un... Enfin, la blockchain s'est fait voler la vedette quand même par l'IA, je pense. Un peu. On cherche toujours le truc en tendance, le truc qui brûle les doigts, le truc qui représente l'avenir. Il y a quand même l'IA qui est arrivée, qui a été beaucoup plus palpable pour beaucoup. Et en vrai, les usages sur la blockchain tardent à arriver quand même. On en voit beaucoup qui sont financiers, mais quand on se dit comment c'est utile aujourd'hui, j'ai quand même tendance à reprendre le parallèle avec les pays en développement qui en ont besoin et pas forcément nous qui spéculons beaucoup sur les crypto-monnaies. Par contre, je pense que c'est aussi ce côté excitation. Quand tout monte, quand n'importe quelle personne sans aucune qualification a l'impression d'être un trader professionnel, un fin financier, en faisant x5 en achetant un truc, eh bien ça excite. Tout le monde se lance dedans. Et ce cycle de bull run qui donne l'impression à tout le monde d'être un bon investisseur, c'est ce qui tire les gens à s'intéresser, à appeler du monde, à dire c'est facile, regardez ce que j'ai fait, à commencer à créer du contenu, à fédérer, tout le monde invite tout le monde très rapidement parce qu'on a l'impression qu'on a développé une expertise. Quand c'est beaucoup plus dur, quand c'est beaucoup plus financier, c'est beaucoup moins sexy, ça intéresse beaucoup moins les gens. T'entends beaucoup plus de gens qui te racontent j'avais gagné mais j'ai quand même tout perdu derrière. Et naturellement, c'est moins excitant. Il n'y a pas cet effet d'engouement, d'euphorie qui vient pousser le Fear and Greed Index dans le vert, quoi. On n'est pas en train d'assister à la normalisation de la classe d'actifs? Ouais, je pense. Il y a encore un petit peu de temps. Et il y a quelques petites bulles et quelques petites sphères où il va se passer des trucs fous. Et puis on le voit, ça reste encore volatile. Bien sûr. Peut-être plus que la bourse, même si avec ce qui se passe en ce moment dans la macro... c'est vrai que ça varie. Parce que c'est ça qui calme aussi les crypto-monnaies. Maintenant qu'il y a des institutions, il y a des comportements institutionnels. Rationnels, du coup. Exactement. Beaucoup plus calmes et beaucoup plus long terme également. Et donc, quand on voit un impact sur la macro et quand une nouvelle guerre, par exemple, et que ça fait peur au marché, ça fait peur aux instituts qui retirent de l'argent sur les monnaies, enfin, sur les investissements et surtout leurs titres à risque. Ça vient faire baisser les crypto-monnaies. Donc, c'est pas un lien direct avec l'actif lui-même, mais c'est nouvel investisseur, nouveau raisonnement, nouveau comportement, tout simplement, quoi. Tu l'as dit, il y a dans les phases de hype des gens qui créent du contenu. Il y a Éric Larchevêque, que j'avais reçu d'ailleurs sur le plateau, qui a créé Ledger, qui avait annoncé il y a quelques mois, 6 mois je crois, que le Bitcoin allait taper 250 000 euros ou dollars, je ne sais plus, mais en tout cas l'un des deux, d'ici juin. Tu sais pourquoi c'était ce prix-là qu'il avait en tête et in fine pourquoi ça ne l'a pas fait? Alors, il y a un truc que j'ai appris en crypto-monnaie, c'est qu'il faut jamais insulter l'avenir et le mois de juin n'est pas terminé. Donc, j'ai pas envie de prendre un bet monumental qui pourrait me sauter au visage dans les 10 prochains jours. C'est un truc que je fais plus, donner le prix de Bitcoin sur une date. J'y crois au Bitcoin à 250K un jour. Fondamentalement, t'y crois? Fondamentalement, j'y crois. Maintenant, je jouerai pas comme Eric. Je suis pas dans la même phase que lui et je m'amuserai pas à dire il aura tel prix, telle date. Je pense qu'il a raison. Et c'est vrai qu'au moment où vous avez fait le talk, il y avait quand même une dynamique où tous les voyants étaient au vert, tout commençait à s'allumer. Bitcoin pouvait monter à 200 comme il pouvait monter à 400, très honnêtement. Et surtout, on attendait un dernier déclencheur, c'est que ce soit des États, enfin des gouvernements qui prennent la décision d'accumuler, d'acheter fortement du Bitcoin. Et là, on aurait pu voir une envolée comme on n'en a pas encore connu. Maintenant, ouais, de là à être capable de donner une date et de dire c'est tel mois que le prix sera à tel... Moi, je fais plus ça. Je fais plus. Il y a un sous-segment crypto ou connexe à la crypto qui a connu, lui, une envolée. C'est les sociétés comme MicroStrategy qui investissent en Bitcoin. Et d'ailleurs, dans d'autres actifs, mais surtout en Bitcoin. Et donc, dès que ces sociétés, qui sont des Bitcoin Treasury Companies, annoncent avoir acheté du Bitcoin, le cours en bourse explose et on a Blockchain Group, je crois, à Paris, qui a explosé, mais c'est lunaire en fait quand tu regardes. C'est une crypto concrètement maintenant, le cours. Il y en a plein d'autres. Avant d'essayer de comprendre ce qui se passe, déjà, c'est quoi une Bitcoin Treasury Company? Alors, le concept, c'est l'entreprise accumule des bitcoins et en achetant des parts de l'entreprise, on s'expose à l'actif sous-jacent. C'est la base. Mais l'entreprise ne faisait un truc qui n'avait rien à voir avec le bitcoin
initialement. Alors, pour beaucoup d'entreprises, oui, mais pas forcément. Sur MicroStrategy, ils ont toujours été dans les logiciels, dans le numérique, dans les crypto-monnaies, mais de fil en aiguille, oui, globalement, ils ont pivoté sur ça. Tu deviens une holding de Bitcoin. Ouais. Après, tu vas proposer des services additionnels. Et je vais même te dire mieux, tu es obligé de le faire. Pourquoi ? Parce que si tu regardes une société qui est une Bitcoin Treasury Company aujourd'hui, si tu regardes la valeur de la boîte et la valeur de ces Bitcoins, tu te rends compte qu'il y a un décalage énorme. Donc, c'est-à-dire que la boîte vaut beaucoup plus que les Bitcoins qu'elle a. Ok. Donc alors, c'est une bulle. C'est une bulle. Par contre, il y a des moyens de justifier ça. Okay. Notamment le fait que l'entreprise, elle a des leviers d'endettement qui permettent de s'exposer encore plus en Bitcoin. L'entreprise, elle a moyen, sans dépenser sa trésorerie, d'émettre de la dette. Et donc, c'est les investisseurs, finalement, entrants, qui viennent financer ce stock de Bitcoin, etc., etc. Il y a des services additionnels. Tu peux proposer du rendement sur tes Bitcoins. Tu peux aujourd'hui faire du prêt lombard, par exemple, pour en prêter, avoir un autre actif et générer de l'intérêt. Bref, il y a des produits Bitcoin et il y a des choses qui peuvent venir justifier. La vraie question, c'est est-ce que tu justifies 4, 5 ou 600% de la valeur des Bitcoins que tu détiens ? Et à ce moment-là, moi, ce que je me rends compte, c'est que la plupart du temps, oui, tu as un premium que tu peux justifier. En ce moment, on est peut-être dans une bulle parce que ces premiums sont peut-être complètement décorrélés et représentent potentiellement plus le nombre d'investisseurs qui sont prêts à payer ce premium complètement dingue pour rentrer. Et on le voit parce que la mode, c'est juste annoncer des Bitcoin Treasury Company ou autre chose, parce qu'il y en a maintenant sur Solana, Ether. Il y a entreparticuliers.com qui est passé de quelques dizaines de centimes à presque 10 € pièce l'action quand ils ont juste annoncé on va mettre 1 million d'euros sur Ether. Très basique, tu vois. Donc, on est vraiment sur là où je suis d'accord sur le fait que c'est complètement une bulle et une tendance, c'est qu'il y a un effet de mode. Dès que quelqu'un annonce le faire, on réfléchit pas et on bête. Si on y croit. Toi qui as quand même pas mal d'expérience sur ce marché, tu vois un phénomène qui émerge comme ça. C'est vrai que, je veux dire, MicroStrategy, ça n'a pas duré 2 minutes. Ça fait des années que Michael Saylor, il raconte toute la journée qu'il est all-in Bitcoin, etc. Donc, il y avait quand même moyen de le voir arriver, ce truc-là. Tu vois, il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a littéralement envoyé un message pour me dire, pour info, voilà ce qu'on va faire sur Entre Particuliers. Ouais. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas, mais est-ce que toi, tu vois des choses comme ça qui émergent, tu te positionnes parce que tu te dis, oui, c'est une bulle, mais je peux arriver en avance de phase et donc faire des coups. Mais gros souci avec le monde des crypto-monnaies aujourd'hui. C'est totalement vrai. C'est-à-dire qu'avant, on cherchait quelque chose de fond, on cherchait des fondamentaux, on se positionnait, et quand le geyser prenait, quand tout montait, il y avait des crypto-monnaies qui captaient plus de valeur que d'autres. Ça marchait comme ça, généralement Bitcoin avant le reste, et ensuite les plus petites cryptos. Le problème, c'est que les investisseurs ont été déçus, le marché ne nous a pas offert le cycle de 2025 qu'on voulait, et du coup, il y a des investisseurs qui étaient positionnés, qui ont quand même dû faire de l'argent. Et donc, les gens se sont mis à consommer des produits très court terme. On n'essaye même plus d'avoir une crypto-monnaie qui est utile. On veut une tendance, un projet qui nous excite sur quelques mois. Du coup, tous les investisseurs investissent sur des projets qui excitent à quelques mois. Et du coup, les entrepreneurs ne sont plus là pour faire un produit long terme, essayer de régler un problème technologique, essayer d'améliorer la blockchain. Ils sont là à essayer de ship un petit truc drôle rapidement qui marche bien. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi je m'embêterais à investir, à créer de la RH, à monter à monter une mayonnaise sur le long terme, alors que les investisseurs vendent ma crypto-monnaie, me critiquent parce qu'elle ne monte pas, alors que je pourrais faire un petit truc drôle, vite fait, qui va durer 6 mois, mais qui va satisfaire tout le monde. Et si ça se casse la figure après, on ne m'en voudra même pas. Ce qu'on veut, c'est des papillons. On veut de l'éphémère. Et donc, tous les entrepreneurs qui devaient quand même survivre se sont mis à livrer des produits éphémères. Les clients, les utilisateurs, les investisseurs crypto, ils veulent que ça monte et que ça descende vite. Donc, ils veulent pas de paris technologiques, long terme, de fondamentaux. Ils veulent un pari éphémère. Et du coup, tu as un marché qui, 80% de ce qui circule, n'est pas utile. 80% de ce qui circule est dénué de valeur et c'est qu'une tendance, un moyen d'espérer gagner de l'argent sur du court terme. Donc, le problème, c'est qu'en tant que pur acteur crypto, si tu ne veux plus du tout investir sur ces produits, tu fais pas grand-chose. Tu dois manger. Quand la gamme, elle passe, on se sert. C'est Rossello qui disait ça. Et à un moment, il faut quand même réussir à tenir tes charges et à maintenir le rythme que tu as. Donc, tu te retrouves à devoir t'intéresser à des projets où tu sais qu'ils vont peut-être faire 6-12 mois. Eh bien, c'est exactement pareil sur ces tendances-là. Et d'ailleurs, dans toute tendance, même éphémère, il y a toujours un ou deux leaders qui vient réussir à créer une situation pérenne et qui va en faire vraiment son modèle. C'est juste qu'il y a un moment où on est très loin de la valeur réelle. Quand tu t'éloignes de ton multiple d'EBITDA et que tu commences à être beaucoup trop loin, tu te dis, bon, peut-être que je fais un move, peut-être que je fais un in-out, mais je n'ai pas prévu de m'inscrire 6 ans sur cette narrative-là, quoi. Il y a une autre narrative sur laquelle toi, tu t'es inscrit il y a très longtemps et qui a enthousiasmé beaucoup de monde,
qui en ce moment a beaucoup de mal, c'est l'Ether. T'en parlais tout à l'heure, d'ailleurs, t'as dit le deuxième, t'as pas voulu dire le... C'est celui dont on ne prononce plus le nom, c'est Voldemort, en fait. L'Ether, c'est Voldemort. Je rappelle, ATH, enfin all-time high, fin 2021, et depuis, le Bitcoin a fait plus 70%, tu l'as dit, l'Ether a fait moins 45%. Donc c'est vraiment cata, quoi. Pourtant, tout le monde est d'accord sur le fait que les smart contracts, pour le coup, c'est une vraie innovation technologique qui a le potentiel de changer la façon dont on interagit. Enfin, en gros, tu peux supprimer tout un tas d'intermédiaires qui prennent aujourd'hui, qui te piquent de la valeur. Pourtant, franchement, le climat ambiant, c'est que tout le monde est très pessimiste sur l'Ether. Du coup, je vais te le demander de but en blanc. Est-ce que l'Ether est mort? Je ne pense pas. D'ailleurs, quand il est descendu à 1480 $, c'était la question. C'est l'une des vidéos sur ma chaîne qui a le mieux marché depuis un petit moment. Je m'en souviens, je l'avais regardé. Dans lequel je prends le bet et moi je dis non, moi je tiens ma position. Pour 3 raisons. La première, j'en ai beaucoup trop. Non, mais j'y ai tellement cru, j'ai tellement été indexé à ça et j'ai tellement gonflé ma position que j'ai même fait quelque chose. J'étais surpris de voir Bitcoin décoller aussi haut, aussi fort. Parce que j'avais sous-estimé la puissance d'un ETF qui viendrait brider la liquidité sur cet actif. Et ensuite, j'ai commencé à accumuler de l'Ether. Et j'y crois fondamentalement. Déjà, non seulement je génère un yield, en plus, j'aime bien la façon dont c'est développé. Et ce qui me plaît sur Ether, et ça a été une bêtise, c'est le fait qu'Ether ne suit pas ces petites tendances, ces petits jeux, les mêmes coins, ces bêtises court terme qui amusent les investisseurs. Ether est au-dessus de ça. Ils n'ont rien à cirer. En tout cas, ils ne financent pas ce genre de choses. Là où Solana, tu as une nouvelle idée d'une tête de chien colorée, mais on va te proposer une gamme de couleurs. Tu vois, on va t'accompagner, on va te proposer un financement. Ben ouais, mais moi, j'étais vraiment là en mode la technologie me plaît, ils sont décorrélés de ça, ils sont au-dessus de ça, et c'est ce qui fait que c'est eux qui vont s'en sortir. Ben ouais, mais le marché les a punis pour ça. À un moment, si tout le monde veut quelque chose de ridicule, mets-toi à vendre quelque chose de ridicule. Sinon, tu seras tout seul avec tes bonnes valeurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Ether. Il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Bon, pour le coup, j'ai fait une bonne vidéo de 40 minutes sur le sujet qui explique vraiment le pourquoi est-ce qu'il y a eu un avant et un après sur Ether et pourquoi est-ce que j'ai gardé ma position alors qu'aujourd'hui, Ether est encore en sous-performance. Mettons moins 45%. C'est les chiffres actualisés. On est descendu beaucoup plus bas. Car quand Bitcoin, du coup, quitte les 15 000 $ pour toucher les 110 000, l'Ether est descendu alors que son ATH était à 4 000 $. Il ne l'a jamais réatteint et il est descendu à 1400. Et là, ta quantité, enfin ton manque à gagner entre Ether et Bitcoin, monstrueux. Complètement monstrueux. Alors que certains s'attendaient à ce que ce soit Ether qui aille taper les 10-12 000 $ et peut-être nous offre une performance pour enfin flip un Bitcoin et prendre plus de place que lui. Si vous investissez en crypto ou si vous voulez vous lancer, vous pouvez le faire directement sur Finari. On a pris l'ADN de ce qui fait notre force, une interface épurée, centrée sur l'essentiel, l'investissement. La tarification est attractive, transparente et surtout c'est un produit made in France. Finari, c'est une plateforme pensée par des investisseurs long terme, pour des investisseurs long terme. Vous pouvez investir de façon instantanée ou bien mettre en place un plan d'investissement programmé. Une fois mis en place, vos investissements sont sur pilote automatique. Notre rémunération est transparente et affichée à chaque transaction. Et encore mieux, vous pouvez générer des revenus passifs avec le prêt ou le staking. Si vous cherchez une solution simple, régulée et sécurisée, Finari est fait pour vous. Scannez ce QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour commencer à investir en crypto. Je me souviens d'un moment où l'Ether était à 0,12 Bitcoin. Je ne sais pas si tu vois encore, c'était la période Roger Ver, Bitcoin Cash. Ouais. Il y avait vraiment un moment où on s'est dit, ça y est. Ouais, il peut flipper. On va flipper. Et en fait, depuis, tu regardes, c'est catastrophique. Il y a un autre truc qui est catastrophique, c'est les altcoins. Les altcoins se sont fait détruire, en fait. Hein. Et on disait historiquement que, bon, bah oui, forcément, tous les projets un peu inutiles, ils allaient faire moins 99%. D'ailleurs, je pense que c'est un peu le learning de tous les néo-investisseurs. Ils se prennent à moins 99% sur un truc qui ne sert à rien. Mais là, je veux dire, c'est généralisé. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience globale que, bah oui, en fait, le marché est principalement constitué de coins qui n'ont aucun intérêt. Donc les altcoins, est-ce que c'est vraiment fini là? Je pense pas que c'est vraiment fini parce que comme toute classe d'actifs, il y en aura des bons, il y en a qui vont défendre et puis il y en a tellement aujourd'hui qu'on pourrait, si on se concentre, citer 50, 100 projets avec des vraies valeurs et qui vont réussir à s'en sortir. Et comme maintenant c'est un marché qui est très mondialisé, t'as Twitter, le grand tribunal d'Internet qui dit bon bah ça c'est en ce moment c'est ça la tendance, en ce moment c'est sur ça qu'il faut investir. Puis après t'as une réalité, t'as des entrepreneurs qui arrivent à trouver des financements qui sont beaucoup plus locaux ou qui sont des soutiens. Et donc, quand tu as un vrai projet, une vraie techno, tu vas t'en sortir. Il y a, même quand les altcoins dans leur ensemble vont mourir, les altcoins ne seront pas morts. Tu vois ce que je veux dire? Il y en aura toujours quelques-uns à défendre. Par contre, la tendance qu'on en avait de se dire tous les altcoins vont monter, ça c'est terminé selon moi. Il y a beaucoup trop de crypto-monnaies, c'est beaucoup trop diversifié aujourd'hui. Par contre, oui,
On ne connaîtra plus, je pense, de cycle aussi dingue qu'on l'a connu sur le passé, où n'importe quelle crypto-monnaie, s'il suffit qu'elle soit adossée à la blockchain, se valorise. Ça, c'est terminé. Et c'est ce qui fait que ça excite beaucoup moins les débutants. Parce qu'un débutant, il avait concrètement pas d'expertise et il pouvait vivre quelque chose de phénoménal en 2021. Il suffisait d'arriver, d'en piquer une au hasard, de la garder avec un petit peu de conviction et ensuite d'avoir la maturité de la vendre quand elle s'envolait, ce que beaucoup n'ont pas fait. Alors que je pense que ça n'arrivera plus, ce sera plus aussi simple aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait des moments assez fous parce qu'il y avait notamment les forks. Ça, c'est plutôt 2017. C'est vrai. Et donc, tu avais un espèce de ce qu'on appelait le free money. Hein. Tu avais vraiment... Tu te réveillais, tu avais gagné des trucs. Tu avais des airdrops qui se... Ça encore. Tu avais des airdrops fous. Tu avais des coins comme Uniswap. Tout le monde s'est fait airdrop du Uniswap, en fait, à la grande époque. Et ça valait beaucoup d'argent. 7 000 € par portefeuille. Voilà. Donc, et tu as des nouveaux maintenant. Mais si je fais un peu le bilan, tu vois, il y a quand même une accumulation d'acronymes. Il y a eu les NFT, les ICO, les DAO, c'est pas dans l'ordre, les DPIN, les RWA. Et alors, chaque fois, c'était la révolution. Les NFT, c'était n'importe quoi. Je veux dire, aux 20h, il y avait Christie's qui faisait des ventes de CryptoPunk, etc. Mais j'y crois, hein. Toi, t'y crois? Mais qu'est-ce qu'on garde, du coup, dans tout ce que je viens de te citer? La nomenclature technique. Le truc qui, je suis certain, c'est ma position, notamment avec l'arrivée de l'IA, on va avoir besoin des NFT. C'est quelque chose d'unique et de numérique. Que ce soit pour se connecter à un compte au lieu d'un mot de passe, que ce soit pour signer son identité ou ta prochaine clé France Connect dans 40 ans, j'en sais rien, tu vois, mais je suis certain que c'est un outil qui est incroyable. Maintenant, ce en quoi je ne crois plus, c'est l'impression de 10 000 têtes de singe qui se vendent à 30 000 € pièce. Ça, j'y crois plus. Par contre, le NFT numérique, bon, on en revient à la réalité du NFT. On peut faire des choses incroyables avec, mais maintenant, il va falloir que ce soit adopté. Et quand je dis adopté, c'est adopté par les gouvernements, adoptés par ceux qui les acceptent et pas juste ceux qui sont prêts à en faire. Parce que tout le monde peut en faire. Et je reviens le parallèle en mode c'est quelque chose de numérique, d'unique. Ça a suffi à faire vendre des NFT très chers alors qu'ils servaient à rien. Mais finalement, c'est comme le collier de pâte de ta nièce. Il est unique. Il n'y en a pas deux comme ça. Ça vaut pas 10 000 $, d'accord? Donc globalement, il n'y avait aucune raison qu'on arrive à vendre des têtes de singe comme ça aussi chères. Mais maintenant que l'outil est en place, des gens commencent à l'utiliser. On commence à avoir des NFT qui sont adossés à des tickets, à du suivi, à de la traçabilité. Ça va prendre. Et puis surtout dans un monde où l'IA est en train de générer bien plus de contenu, où un jour, toi et moi, on aura du mal à mettre notre tête sur une vidéo parce qu'il y aura un prompt qui aura été super bien fait et sorti par Google avec une super bonne vidéo, puis ils en auront sorti 15 cette nuit, ce que nous, on ne peut pas faire. Ce jour-là, tu voudras peut-être essayer de savoir, bon, c'est une vraie vidéo, est-ce qu'en face de moi, j'ai vraiment Mounir ou est-ce que j'ai une image qui... Eh bien ça, sans les NFT, je vois pas comment est-ce qu'on peut le faire, par exemple. Donc j'y crois. Les DAO, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'usage. Il y en a eu quelques-uns, mais rien de très parlant. Mais en tout cas, quand on va être à l'ère du numérique et qu'on va devoir prendre une décision décentralisée, une vraie démocratie, je pense que la DAO sera un outil super puissant pour ça. Le RWA, c'est en train d'exploser, réellement. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est la tokenisation d'actifs réels, Real World Asset. C'est le fait d'adosser en fait un actif réel, une action, ou alors 0,1% d'une action, 1 gramme d'or, n'importe quelle autre matière finalement, ou actif tangible, et on va l'adosser à un token. Ce qui permet très simplement de se l'envoyer, de se l'échanger. C'est cross-border, ça passe d'un bout à l'autre de la planète instantanément, sans frais ou presque aucun frais. Et c'est ce qui fait qu'on a BlackRock qui tokenise certains de ses fonds sur Solana et sur d'autres blockchains. C'est le support technique de la blockchain qui devient utile et c'est pas juste ce que les gens attendaient des cryptos. Parle-moi d'un projet RWA qui va exploser. Non, on en revient finalement à la nomenclature technique, c'est l'outil qu'on utilise et cet outil, lui, il est de plus en plus utilisé quand tu vois ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois. Et là, tout le monde. Et puis bon, on vient de parler de 2-3 catégories. Il y en a 50 dans les cryptos et il y en a un bon 90% qui sont toujours très utiles aujourd'hui. Mais on va attendre de l'usage pour revaloriser et on va pas simplement se dire oh, ça va changer le monde. Donc valorisons-le maintenant pour faire une bonne bulle dans laquelle on peut sortir très court terme. Parce que c'est, à l'instar d'Internet et des cycles de Bitcoin, ceux qui veulent gagner beaucoup très court terme, ils n'ont pas le temps d'attendre que la technologie fleurisse. Ils veulent vendre la fleur tout de suite ou en tout cas son potentiel. Il y a une techno qui a trouvé son usage et qui est en train d'exploser. Et j'avoue que moi, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. C'est les stablecoins. Ça fait longtemps que ça existe, les stablecoins. Pareil, je me rappelle qu'à l'époque de 2016-2017, il y avait Bitfinex et il y avait l'USDT.
Et c'est vrai que c'était assez révolutionnaire parce que tu pouvais transiter en dollars, enfin, tu pouvais sortir de crypto vers du dollar sans passer par la caisse fiscalité. Bon, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de fiscalité, c'était un peu le Far West. Et surtout, tu pouvais envoyer cet argent. Enfin, c'était une vraie révolution. On avait juste peur que Bitfinex, enfin, que l'USDT, ça soit en fait un scam. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est une vraie révolution. Les stablecoins, au global, c'est 215 milliards de dollars de capi boursière, donc c'est pas anodin. Ça permet de se partager, de s'envoyer de l'argent, de s'envoyer du dollar, qui est quand même encore la devise de référence. Est-ce que là, on n'est pas en train de vivre un moment important? Est-ce que c'est pas finalement le point de départ de la nouvelle version de la monnaie? C'est possible. Alors, c'est dur de le voir parce que la nouvelle version de la monnaie doit être cautionnée par la Banque centrale. Bien entre sûr. guillemets. Donc en tout cas, nous, en tant qu'Européens. Et ensuite, si on fait une monnaie basée sur la blockchain émise par la Banque centrale, déjà, comment est-ce qu'elle va être gérée? On aura besoin des banques de retail. Mais ensuite, toutes les valeurs que j'aime de Bitcoin, de décentralisation, de liberté, de propriété privée, si c'est un euro numérique émise par une banque centrale, je pense qu'on va enlever toutes ces belles valeurs de Bitcoin et ça n'aura de crypto-monnaie que le nom, ou encore le consensus mathématique, mais c'est tout, quoi. Pour moi, le stablecoin, comme on l'entend aujourd'hui, c'est des stablecoins privés. Ça change quand même le jeu. C'est pas une banque centrale qui, entre guillemets, bat monnaie et dans son droit régalien. C'est différent. C'est des entreprises privées qui disent, voilà, il n'y avait pas de dollar, il n'y avait pas de valeur, entre guillemets, stable, parce que l'euro et le dollar ne sont pas stables, mais bien plus que Bitcoin, il faut savoir le reconnaître. C'est une entreprise privée qui s'est dit, on va créer un outil et on va permettre aux gens sur la blockchain d'avoir ces valeurs stables. Et donc, le concept est super simple. Ils ont 1 euro en trésorerie, ils peuvent émettre 1 euro sur la blockchain. Leur job à eux, c'est de gérer cette réserve et de garantir la parité, que le stablecoin reste bien stable finalement. Et il y en a eu plein qui se sont cassés la figure, des algorithmiques, des décentralisés, des totalement centralisés, des régulés, des non régulés. Tether, qui pèse quand même 75% de tous les stablecoins, et Circle, qui vient de faire son entrée. C'est même pas fracassant en bourse. C'est complètement dingue. Tu vois leur bilan sur la table, tu regardes le pied de ligne, tu vois leur valo, tu dis c'est une connerie. Les mecs, ils peuvent pas valoir plus que la Société Générale en 3 semaines. Et pourtant, les chiffres nous disent le contraire. Pourquoi? Déjà parce que c'est vrai que c'est super utile. Parce que tu peux rester en crypto sans repasser sur ton compte courant, tout en sortant de la volatilité et en te protégeant. Ensuite, tu peux générer de l'argent. Avant, les gens, ils allaient juste en stablecoin pour rentrer sur les cryptos. Maintenant, sur tes stablecoins, tu peux faire 4, 5, 7, 10, 12% d'intérêt. Évidemment, plus tu augmentes les intérêts, plus tu prends des risques. Mais du coup, c'est intéressant d'aller en crypto, non pas pour spéculer, mais pour faire du rendement sur un actif stable. Et là, c'est plus les mêmes volumes que tu peux injecter. Là, quand tu peux sortir 12% sur une valeur stable, tu as des fonds qui sont prêts à mettre du très lourd. Et donc, c'est des gens qui vont encore une fois dans la crypto, dans un marché qui se normalise, pour autre chose que la petite spéculation du truc éphémère. Et pour finir, gérer une réserve, ce qui était avant la contrainte d'un stablecoin, c'est bien rémunéré. Grâce aux taux d'intérêt directeurs, qui sont particulièrement hauts, encore maintenant de la Fed. Banque centrale américaine. Banque centrale américaine. Si tu dois garder 170 milliards pour tes clients, tu es bien content d'acheter de la dette américaine et de faire 5% dessus. Et quand tu fais 5% sur ta trésor et que tu as 170 milliards, tu as déjà un bon résultat financier. Donc, donc, c'est devenu super rémunérateur. Et là, il y a une petite scission de marché parce que l'Europe a voulu une régulation qui est très précise. Tether a refusé de s'y coller alors que c'est les plus gros. Et du coup, il y a Circle qui sont en train de... USDC, qui sont rentrés en bourse. Cotation $31. Je mets mon ordre, je sais que ça va monter. Je mets mon ordre à $50. Je me dis, 31, c'est trop juste, ça va exécuter à 35, 40. On sent l'expérience crypto quand même. Je mets mon ordre limite dans l'order book, je demande à ma banque privée de le faire et je leur dis, sizez le truc à plus 80%. Première exécution, $80 pièce. À l'heure où on parle, il a plus de 200. 200. Le truc, il a multiplié par 7 sa valeur, quoi. C'est complètement décorrélé de la réalité. Par contre, c'est quand même une nouvelle classe d'actifs. Parce que techniquement, quand les taux d'intérêt directeurs baissent, c'est plus aussi rentable de prêter son argent à la banque centrale, de la laisser dormir sans risque, et donc les investisseurs reprennent des risques. Quand les taux d'intérêt montent, globalement, ce qui se passe, c'est que les actifs, la liquidité sort des marchés et les investisseurs ne veulent plus prendre de risques. C'est pour ça que tout le monde attend que les intérêts baissent, parce qu'on se dit peut-être les classes d'actifs risquées, comme les cryptos, vont en profiter. Là, par définition, Circle, c'est une boîte qui, plus les taux d'intérêt seront hauts, mieux elle va réussir à gérer et à gagner de l'argent sur sa réserve, plus le titre sera bien.
Donc, c'est un titre qui devrait aller à l'inverse du marché. Donc, pour diversifier son portefeuille, c'est intéressant parce qu'il y a des moments où le marché ira bien, Circle pourra aller mal. Et à l'inverse, si tu as un Covid et que tu sais que les banques centrales vont faire péter les taux d'intérêt directeurs, tu sais que normalement, ton Circle, lui, son job, il va être mieux rémunéré. Et donc, c'est ça, je pense, qui plaît aussi beaucoup. C'est assez difficile, je trouve, le stablecoin de matérialiser le sujet si on n'est pas dedans. Tu peux nous donner un peu un ordre de grandeur de ce que Tether, aujourd'hui, génère en termes de revenus? Le dernier profit annoncé publiquement de Tether, c'était 14 milliards de dollars sur un an. Sur un an. Donc ça, c'est de l'argent qu'ils ont gagné parce qu'ils ont placé Exactement. la trésor dans les bons en fait, du trésor américain. C'est l'argent qu'ils ont généré sur la réserve qu'ils ont pour émettre 170 milliards de dollars de stablecoin. Et donc, avec des gros taux d'intérêt directeurs, mais aussi des petits risques qu'ils peuvent se permettre de faire. Ouais. Parce que comme ils ont tellement d'argent, ils ont plus de 100% de ce qu'ils doivent. Donc, pour 100 Tether émis, ils ont genre 105 dollars. Et donc, tu peux te permettre sur ces 5 dollars, sans mettre à risque ta réserve, de prendre plus de risques. Ils ont acheté du Bitcoin. Donc, en plus de ça, ils ont fait des profits sur les profits. Et donc, c'est complètement déconnant. C'est des chiffres qui sont... C'est ce qui fait que toutes les banques aujourd'hui regardent pour lancer un stablecoin. Et je mets ma main à couper, je m'y engage là devant tout le monde. Hein. Dans les 6 à 12 prochains mois, tu as 3 banques françaises ou 4 banques européennes qui vont lancer des stablecoins ou qui vont lancer des solutions similaires, des fintechs, des établissements de monnaie électronique. Tout le monde veut lancer son stablecoin, c'est trop rentable. Du coup, la Banque centrale aussi aimerait lancer son stablecoin. En plus. Tu en as parlé tout à l'heure et tu avais l'air plutôt inquiet. C'est quoi les risques pour nous, citoyens, si demain, en fait, on ne peut plus payer en euros comme on le connaît, mais c'est un euro numérique qui fait foi de monnaie? Il y a le côté, qu'est-ce que ça peut être si notre pays tombe entre les mains d'un régime totalitaire? Là, ça veut clairement dire, là, tu leur appartiens. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne contrôlent pas simplement ce que tu échanges, ils ne contrôlent pas simplement tes discussions, ils contrôlent ce que tu possèdes. Tu n'as plus rien, tu leur appartiens. Ils ont envie de geler tes comptes, ils gèlent tes comptes. Ils ont envie de savoir quelle marque de yaourt tu consommes. Ils vont savoir quelle marque de yaourt tu consommes. Point. C'est un outil qui est trop puissant. C'est vraiment la banque centrale qui pourrait appuyer sur un bouton pour friser ton compte, friser un paiement, faire ce que... C'est ça. La banque centrale, ton pays, ton gouvernement, que ce soit le fisc ou alors l'URSSAF, ou alors sur un malentendu, il y a une erreur, ils pensent qu'ils te bloquent tout, totalement. Tu n'as plus rien. On te dépossède de ce que tu as. Ce qui est également possible d'ailleurs avec tes biens physiques, mais c'est pas la même chose quand même. Là, c'est vraiment, tu as un coffre à la maison, tu peux mettre ton cash. Là, non. Il y a un bouton à distance qui permet de te saisir ton cash. Et de l'autre côté, peu importe la banque d'ailleurs, peu importe où est le cash. Ben là, c'est carrément la monnaie qu'on va, entre guillemets, contrôler et pas la personne qui te la détient. Parce que tu as ton argent dans un compte en banque, on se rend compte que tu fais quelque chose de mal, ton compte en banque peut être gelé, oui, par la loi. Là, c'est vraiment, il y a un bouton pour geler ton compte. Mais ça, c'est si on tombe entre les mains d'un... un opposant politique, on t'aime pas. Ah oui, puis on le sait, il y a une certaine limite à cette démocratie et on sait très bien quels sont les jeux auxquels se livrent les politiques. Tu fais une balayette comme tu peux faire une balayette et tu vas jouer comme tu peux. Là, c'est quand même si on va dans des régimes où on part du fait qu'il y a un abus, faut pas non plus partir du fait qu'il y en aura. L'être humain n'est pas forcé d'abuser. J'y crois pas, moi, mais il n'est pas forcé d'eux. Et à ce moment-là, c'est quand même une traçabilité de ta vie perso. Hein. C'est quand même... t'as plus le droit de penser ton petit billet à l'abri des regards. Ça veut dire que t'as plus une seule transaction qui ne laisse pas une trace indélébile. De la marque de yaourt à quelque chose de beaucoup plus concret. Ça veut quand même dire que c'est un outil qui va, entre guillemets, enlever de la vie privée à beaucoup de gens, même si on n'en abuse pas. Et j'ose penser qu'en Europe, ce ne sera pas le cas. Ce sera quand même un outil qui va enlever beaucoup de contrôle et de liberté à l'utilisateur. Comment on fait pour faire un stablecoin décentralisé et éviter cet écueil qui a l'air assez évident, en fait, hein, ou inévitable? J'ai pas la réponse parce qu'il y a eu des gros stablecoins décentralisés qui, pour l'instant, ont tourné de l'œil et qui sont passés d'un stablecoin égale $1 à un stablecoin meurt et ne vaut plus rien du tout. Ce qu'il faut, c'est que cette réserve soit décentralisée, qu'on ne puisse pas la contrôler. Le problème, c'est que tu as plein de choses qui font que, je te donne un exemple jusqu'à présent, tu mets dans la réserve une crypto-monnaie. Si tu as 1 milliard de crypto-monnaies émis de stablecoin et qu'il y a plus d'1 milliard dans la réserve, tu sais que la réserve peut à tout moment racheter le stablecoin 1 pour 1. Et donc, tu n'as pas de souci, c'est stable. C'est safe. Mais si la crypto-monnaie dans la réserve s'effondre, tu commences à te dire, attends, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir racheter les jetons? Et du coup, s'il y a de la panique, les gens vendent. En vendant, ils font baisser les prix. La réserve, elle continue à s'effondrer. C'est un cercle vicieux, c'est ce qui s'est passé sur Terra Luna. Donc, tu tombes dans des mécanismes où il n'y a encore aujourd'hui pas de solution parfaite. J'en aime bien certaines, mais qui se retrouvent à être centralisées car elles ont besoin d'accords, comme par exemple Ethena. J'ai fait une vidéo dessus parce que beaucoup se disaient c'est le prochain stablecoin qui va s'effondrer.
c'est une stratégie de delta neutral. Tu achètes une crypto-monnaie, mais du coup, tu paries sur sa baisse. C'est-à-dire que si elle baisse, tu es équilibré. Si elle monte, tu en as. Donc, tu équilibres. Et donc, à ce moment-là, tu vas gagner ou perdre de l'argent juste sur les founding fees des différentes plateformes, c'est-à-dire sur les frais pour faire ce jeu de je parie à la hausse et à la baisse en même temps. Et du coup, tu as un stablecoin qui est plutôt stable et qui te génère des intérêts. Mais tu dois faire des partenariats avec des plateformes d'échange. Donc, tu n'es pas totalement décentralisé car tu n'es pas total. Est-ce que tu as tes fonds sur les plateformes? C'est ça. Alors, en réalité, oui et non, parce qu'ils ont trouvé des solutions. Tu as les fonds sur les plateformes, mais tu as un droit de compensation. Et tu compenses tous les jours. Ce qui fait que si ça plante, sur 24 heures, ils peuvent récupérer l'argent. Ce genre de choses-là. Mais on tend vers une décentralisation, on tend vers une volonté de le faire, mais il manque certaines choses. D'ailleurs, c'est la BaFin en Allemagne qui a dit pour nous, c'est pas un stablecoin, pour nous, c'est un titre que vous devez enregistrer. Donc, si tu es totalement un acteur décentralisé, tu as de compte à recevoir de personne. Malheureusement, quand tu commences à interagir avec des banques et des acteurs centralisés pour faire ton modèle, tu commences à devoir te réguler et puis ça évolue, quoi. MiCA est en train d'évoluer en Europe et il va y avoir de plus en plus de règles. Donc, tu l'as dit, c'est quand on interagit avec la finance traditionnelle, la TradFi, comme on dit en crypto, qu'on se heurte finalement à la réalité et que le modèle est un peu, il est un peu cassé. Du coup, il y avait la DeFi, la finance décentralisée, qui était pareil, le rêve infini, ça allait être génial, chacun allait pouvoir être la banque de l'autre. Ça j'utilise beaucoup. Hein. Ouais, mais donc concrètement, c'est quoi les usages aujourd'hui que tu en fais? L'échange, globalement. L'échange, le hedging. Donc, par contre, là, il faut être franc avec ça. J'allais dire, c'est de l'usage purement financier. Decentralized finance, je pense que donc, ça sert à ça. Paye pas ta baguette avec ça, mais... Ouais. J'ai été un petit peu déçu par les assurances décentralisées. Il n'y a pas eu encore de bons modèles. Il y a des bonnes idées, il y a des bons concepts. Ça va exister un jour. Hein. Ça, ce sera fabuleux. Hein. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, quand tu dis échange, c'est quoi, concrètement? Je prends une crypto-monnaie et je peux l'échanger contre n'importe quel autre actif. Sans passer par aucun intermédiaire. Donc, c'est quoi? C'est un Uniswap? C'est cette plateforme-là? Velora, par exemple. DeFi LamaSwap, désolé pour le nom, mais c'est leur vrai nom qui va agréger tous les produits de tous les DEX, Decentralized Exchange, pour te proposer le meilleur prix. Et maintenant, ils améliorent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, ça va beaucoup plus vite. Il y avait Parachain aussi, il me semble. Paraswap, pardon. Qui est devenu Velora. Ok, d'accord. Et donc, plein de trucs comme ça. Mémoire. Tout à fait. Il est français également. Et de fil en aiguille, tu vois, j'ai commencé à échanger là-bas. Et surtout, maintenant qu'il y a des actifs tokenisés, qu'il y a du RWA, je vais dans la DeFi pour acheter mes actions. Je vais acheter mes actions sur la blockchain. Tu le fais, toi? Ouais. En fonction du volume que tu veux passer, tu peux pas. Par contre, il y a des trucs où il y a des pools de petites boîtes qui viennent tokeniser des shares d'entreprises qui sont même pas encore cotées. Tu peux déjà t'exposer, tu peux faire des gros paris. Je peux te dire qu'avec ce qui s'est passé sur Circle, c'est la ruée vers l'or. Là, on est dans One Piece. Hein. Tout le monde veut investir sur des boîtes crypto qui ne sont pas encore cotées. Et donc, le schéma que tu pourrais faire, c'est par exemple, tu as été très early dans Bitcoin ou dans n'importe quelle crypto, ça a très bien marché. Tu te dis, si je sors en euros, je vais me faire pulvériser par la fiscalité. Tout à fait. Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, tu vas passer par la case fiscalité. Du coup, tu restes dans la crypto et tu réinvestis tes profits. Tu peux repasser par un stablecoin et tu réinvestis en bourse. Donc en fait, finalement, tu restes, tu fais les intérêts composés sans passer par la case fiscalité. Exactement. Et tu passeras par la case fiscalité à un moment ou à un autre. Donc, ou pas d'ailleurs. Ou pas, mais je me rends compte, moi, je suis plus à l'aise avec des fonds sur la blockchain qu'avec des fonds en banque. Intéressant. J'ai évidemment quelques établissements en qui j'ai vraiment confiance. Et puis en tant qu'entrepreneur, tu en as besoin. Un financement, entreprise, levée, tout ça. T'es obligé. Mais alors qu'à l'époque, c'était pas le cas. Et c'est pas le cas quand on comprend pas la blockchain, ça fait peur. Maintenant que j'ai compris, je suis très à l'aise avec mon argent sur la blockchain. Donc tu l'as dit, c'est purement financier aujourd'hui, mais il y a encore une barrière à l'entrée parce que là, je pense que quelqu'un qui connaît rien à la crypto, il a entendu DeFi, LamaSwap, il a entendu Parachain, tu lui as dit tu peux faire du delta neutre et netter les fees, il n'a rien compris. Rien du tout. Donc merci beaucoup pour ça, mais voilà, tu pratiques ça depuis des années. On remplace pas l'expérience, mais il y a pour tous les gens qui débutent, moi je vois systématiquement un autre problème, et là c'est un peu plus, c'est plus profond je pense, c'est la détention. Systématiquement, la gestion des clés privées est un sujet de friction. Et donc, les hardware wallets, avec notre champion Ledger, mais il y a Trezor, il y en a plein d'autres, se sont améliorés, mais mine de rien, aujourd'hui, on a du mal à voir comment, tu vois, quelqu'un qui a 65 ans, qui ne connaît rien à la tech, pourrait vraiment gérer ses clés privées. Donc fondamentalement, est-ce que l'adage de dire not your keys, not your crypto, il est vraiment
adapté à la réalité du marché? Écoute, j'ai changé d'avis sur cette question. Incroyable. Je le pensais vraiment et je le pense au fond. C'est-à-dire que si tu veux vraiment détenir ta crypto-monnaie, si tu veux être ta propre banque et être sûr que personne ne puisse saisir et ne puisse te prendre et t'exproprier de ce que tu as, tu dois toi-même avoir ta clé privée. Pour que les gens qui sont les plus débutants nous suivent, c'est vraiment le fait de récupérer sa crypto-monnaie sur son propre portefeuille et donc faire en sorte que personne, pas même la plateforme sur laquelle vous l'ayez acheté, ne puisse la saisir. Toi qui as l'espèce de mot de passe, c'est toi qui peux bouger les fonds, en fait. Exactement. Et je m'en suis rendu compte, mais à travers Meria, et puis en fait, c'est pareil pour Finari. En fait, tu as des gens, s'ils viennent chez nous, c'est justement parce qu'ils veulent pas ça. Il y a des clients qui m'ont dit, je ne veux pas gérer ma propre clé privée. Et en vrai, quand je vois comme c'est complexe, comme je vois le risque que ça représente, notamment en France avec ce qui se passe, ben en fait, jamais de la vie, ma mère ou mon grand-père pourraient avoir eux-mêmes leur propre clé privée. C'est impossible. Impossible. Déjà, parce que quand j'explique qu'il faut avoir l'application bancaire pour regarder le solde, il est encore à dire non, j'attends la fin du mois pour avoir mon papier. Tu dis, c'est une évolution qui a été si rapide d'un point de vue technologique. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts et qui ne seront jamais prêts pour cette responsabilité. Il y a une génération qui n'arrivera pas à prendre le pli. Mais on pourrait se dire, les générations de, je sais pas, moins de 40 ans, bon, ils sont habitués, ils ont tous des smartphones, tout le monde a un ordi, tout le monde, tu vois... Non, et certains le feront, hein. Il y en a beaucoup qui le font d'ailleurs. Je pense même que c'est très intéressant, si tu n'as pas envie de savoir le faire, de comprendre comment ça fonctionne pour, en cas d'urgence, être capable de remettre la main sur ce qui t'appartient, sans avoir à l'exercer tous les jours. Pour moi, c'est fondamental. C'est le propre même de... En fait, c'est pas le propre même des cryptos, c'est le propre même de Bitcoin, tu vois. T'es pas obligé de l'appliquer. Mais en attendant, pour beaucoup de personnes plus âgées, je suis certain que ce ne sera pas adapté et que ça ne leur conviendra pas, car ce sera trop de stress, trop de problèmes et trop complexe. J'avais reçu Yves Chouefati sur ce plateau, on va vous mettre le lien dans la description. Gérant traditionnel qui s'est intéressé aux cryptos, lui, il me disait, selon lui, la meilleure façon de détenir de la crypto, finalement, c'était via les ETF. C'est quand même assez étonnant parce que tu dis, on était sur un produit qui était décentralisé, c'était ça la promesse. Et en fait, je me retrouve chez BlackRock, qui est littéralement le plus grand gérant d'actifs au monde. La promesse initiale, elle est complètement ratée. Là. On est très loin du cypherpunk, enfin, du truc de base, quoi. Tout à fait. La réponse qui est mal adressée, c'est le fait qu'on ne répond pas forcément tout le temps à cette promesse. Beaucoup de gens vont acheter du Bitcoin et ne vont pas acheter une liberté financière. Il y a beaucoup de gens, notamment dans les pays développés, où globalement, nous, sans Bitcoin, on s'en sortirait très bien pour payer à manger à midi. Ouais. Donc la réalité, c'est que beaucoup, notamment en Europe, vont acheter du Bitcoin pour autre chose que ses fondamentaux et sa promesse technique. Donc, est-ce qu'on doit systématiquement, à chaque fois qu'on achète du Bitcoin, se dire, est-ce que l'achat et la façon dont je viens de le faire respectent toutes les valeurs qui ont justifié sa création? Je ne pense pas. Maintenant, ouais, je comprends qu'aujourd'hui, il y a eu tellement, c'est tellement vieux les ETF, il y a eu tellement tout plein de choses se sont adaptées, c'est tellement simple d'acheter un ETF aujourd'hui que c'est peut-être plus simple, moins encombrant et moins risqué. Maintenant, moi, si j'achète un ETF, c'est pour spéculer. Si j'achète du Bitcoin, si je veux mon Bitcoin, je ne le prendrai pas à travers un ETF. Sauf si j'ai un avantage fiscal ou quoi que ce soit, je peux le mettre dans un produit, un PEA. Là, tu as d'autres considérations. Mais sinon, quand j'achète de la crypto, si je l'achète pour la détenir, si je veux créer ma réserve personnelle de valeur, je ne l'achèterai pas à travers un ETF. Très clair. Tu as parlé de l'Europe, justement, mais je veux qu'on parle spécifiquement de la France. Je voudrais que tu reviennes en arrière, fin 2022, et même en réalité, dans les années 2020, la France était potentiellement l'Eldorado de la crypto. Ouais. On avait l'enregistrement PSAN, tout le monde venait ici, il y avait vraiment... il se passait beaucoup de choses, quoi. Il se passait beaucoup de choses. Bruno Le Maire avait déclaré à ce moment-là qu'il voulait que la France devienne le hub européen des cryptos actifs. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout la même ambiance. Il n'y a qu'à voir récemment à Vivatech, qui est un peu la grande messe de la tech. On parlait que d'IA, je pense que c'est complètement légitime. La crypto, c'était aux oubliettes. Donc, il y a quand même eu un changement. On sait que pour un entrepreneur, c'est important d'avoir de la stabilité. Je suis assez curieux de savoir comment toi, tu le vis d'être dans un pays qui a shifté de devenir la terre promise à un pays qui finalement est en train de mettre le sujet de côté. On savait déjà quand ils nous avaient annoncé la terre promise que ce ne serait pas la terre promise. Et globalement déjà... ce serait l'enfer. On a déjà... Un enfer peut-être pas, j'ai pas envie d'aller jusque-là parce que... Déjà, encore une fois, j'insulte plus l'avenir, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais ensuite, parce que mine de rien, j'ai compris également que certaines régulations étaient nécessaires quand j'ai vu certains abus. Maintenant, nous, on l'a subi, la régulation. C'est du temps, c'est du travail, c'est de l'EBITDA
que tu vois disparaître parce que tu te dois de prendre ta ressource et de la mettre sur du gratte-papier, gratte-papier, gratte-papier. Donc oui, quand je vois en tant qu'entrepreneur que mes concurrents Sprint mettent des budgets sur du développement, sortent des nouveaux produits crypto excitants qui font du rendement, quand nous, on nous enlève des produits et on nous demande de consacrer le gros de nos ressources, de notre temps homme et de nos ressources financières sur le fait de simplement avoir le droit d'exister et que l'inflation réglementaire est plus grosse que n'importe quel autre risque dans notre métier, il n'y a rien d'aussi risqué que la régulation pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas Google. Parce que c'est pas une question de on met 50 millions, on n'en parle plus. Parce qu'on est entre guillemets une structure, on est une cinquantaine de bonhommes dedans. Et donc naturellement, quand tu as 5 nouvelles régulations cette année ou 5 nouvelles obligations, bah, c'est 80% de ton temps de tes équipes techniques. Tu développes plus de produits, tu te régules. Ton argent, ton temps, ton énergie. Donc oui, tu as cette frustration quand tu le vis et quand tu le traverses de te dire ça craint. D'un autre côté, c'est également une barrière à l'entrée. Quand tu l'as passé, toutes les entreprises qui n'ont pas réussi à la passer, bah, y a plus grand monde en France qui l'a fait. Mais quand on regarde le produit brut, la blockchain, les cryptos, on a dans notre ADN de créer des règles et de s'engager peut-être un peu vite. Depuis, on a réannoncé qu'on sera l'Eldorado sur l'intelligence artificielle d'ailleurs. Et on a tout de suite régulé l'intelligence artificielle d'ailleurs. Exactement. Donc c'est la direction qu'on prend. C'est français, c'est pas trop une surprise. Maintenant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd en termes de moyens financiers pour se réguler. Mais d'un autre côté, je pense que cette contrainte peut être un avantage. Après, oui, si j'ai une idée révolutionnaire en crypto, quelque chose de fou, d'assez dingue à faire en quelques semaines, il ne verra pas le jour en France. Il verra peut-être le jour aux États-Unis où on a l'impression que c'est un peu la direction inverse. Nous, on se prend la porte de saloon dans la tête. Eux, ils sont en train de complètement retourner leur veste. Paul Atkins, le nouveau président de la SEC, donc le gendarme de la bourse américaine, a récemment prononcé un discours pro-crypto. On est très loin de l'ancien président de la Fed qui, lui, était vraiment dans une chasse aux sorcières. Il était ouvertement en conflit avec toutes les plateformes, notamment Coinbase, qui l'attaquaient, qui harcelaient, il faut bien le dire. Trump a lancé son meme coin, Melania a lancé son meme coin, tout le monde a spéculé, c'est un peu en train de devenir n'importe quoi. Est-ce qu'on est dans la stratégie électorale ou au contraire, il y a une vraie conviction crypto dans l'administration Trump? Alors, il y a une vraie conviction crypto, j'en suis certain, parce que les faits sont là. Ils ont arrêté leur plainte contre des projets crypto, ils ont clarifié la fiscalité. Ça allait très vite Ils ont créé très très vite, mais en quelques mois, quoi, depuis l'élection de Trump finalement. Le Genius Act qui clarifie également pour les stablecoins et qui est venu mettre la main dans le dos et pousser Circle dans son introduction. Non, ils ont réellement compris la technologie et ils sont en train de l'épouser. C'est un fait. Maintenant, est-ce que c'est juste pour des raisons électorales ? Je pense que ça a quand même été utilisé comme un levier. Aux États-Unis, c'est 20% des Américains qui détiennent de la crypto. C'est pas pareil déjà. Ouais. C'est pas anodin. Et pour finir, il y a également beaucoup de valeurs sur la self-custody, le droit, ce genre de choses. Je pense qu'eux, ils seront probablement contre le stablecoin dollar. Et si un jour il y en a un, ils n'interdiront pas le cash en parallèle. L'inverse, européenne finalement, c'est pas la même direction qui est prise parce que c'est dans leur valeur d'une certaine liberté qui est très importante pour eux et qui se matérialise également à travers l'argent. Mais ce que je me rends compte avec tout ça, c'est que malgré ce côté, c'est une vraie valeur de fond. Ils veulent vraiment faire des États-Unis une terre promise pour les crypto-monnaies. C'est pas pour autant qu'ils peuvent pas spéculer, faire 2-3 mêmes coins nuls, profiter de la vague comme tout le monde. Et donc, ils s'autorisent également, et c'est ce qu'a fait Trump, même s'ils sont très sérieux et que c'est une vraie tendance de fond, les États-Unis sont en train d'embrasser les cryptos, ça leur a pas empêché de faire 3 mêmes coins complètement ridicules et de prendre du pognon comme des spéculateurs qui jouent un peu de leur position au moment de l'annonce, quoi. C'est assez fou quand on y pense. Mais je voudrais du coup reboucler avec ce que tu as dit au début. Trump a annoncé que les États-Unis allaient créer une réserve stratégique en Bitcoin. C'est peut-être ça le catalyseur qui va nous emmener au fameux 250 000 € d'Éric Larchevêque. Est-ce qu'on y est ? Est-ce que les États vont finir par, quelque part, mettre le tampon final sur la validité du projet Bitcoin et en acheter directement ? Je ne pense pas, parce qu'en fait, elle est validée, cette réserve. Pas comme on l'aurait voulu. Ce qu'on aurait voulu, c'est que les États-Unis disent on prend une partie de l'argent, donc du contribuable, pour acheter du Bitcoin. Là, ce qui s'est négocié, c'est on va arrêter de vendre les bitcoins qui ont été saisis dans des affaires judiciaires. Ce qui fait déjà des États-Unis l'un des plus gros holders de bitcoin au monde, 200 000 unités.
il y avait aussi un État fédéral allemand, enfin pas l'État fédéral, mais un État, un Bundesland, qui avait vendu des bitcoins. Et il me semble que c'était plusieurs milliards qu'ils avaient saisis. Plusieurs milliards vendus à 50 000 $ pièce. Voilà. On avait besoin de ça pour aller plus haut. C'était beau. Non, c'est beau, mais tu vois, c'est quand même la différence entre faire une réserve stratégique, en gros, des bitcoins que tu as saisis que tu ne vends plus, ou alors en acheter. C'est pas la même chose, et c'est pas non plus la même chose, parce que tu vas dire aux citoyens, on va prendre de vos impôts pour acheter du bitcoin. C'est peut-être encore trop tôt, tu vois. C'est ça qui, je pense, peut faire accélérer les choses. Ou alors un pays plus gros que le Salvador qui fait un move similaire. Je pense. Après, encore une fois, est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'avoir des pays qui se mettent à acheter des cryptos alors qu'on sait que c'est limité, qu'il n'y en a que 21 millions de bitcoins, qu'en plus de ça, 4 ou 5 millions ont été perdus. À un moment, ça va le valoriser. On le sait, c'est une pression acheteuse qui n'a pas de pression vendeuse en face, ou en tout cas pas proportionnelle. Mais je pense que oui, c'est peut-être ça que visait Eric dans son discours, et c'est peut-être ça qu'il avait vu pour le mois de juin. Est-ce que tu penses, ou est-ce que tu sais si ce type de projets sont à l'étude en France? Non. Non, on est trop loin, même politiquement. Il y a une réflexion qui naît depuis longtemps, notamment avec EDF. Le minage de crypto-monnaie, il y a un vrai truc à faire. Les gens commencent à comprendre que, déjà, on me disait, Bitcoin, ça consomme. Ok, comparez ça à ChatGPT cette année. Et puis comme ça, on n'en parle plus jamais. Hein, ça vous arrange. C'est vrai que là, on n'en entend plus trop parler. Ah plus du tout. Puis tu peux comparer Bitcoin, consommation de l'IA sur les 2 dernières années. Et puis c'est terminé. On a 50 ans pour se mettre d'accord sur la question. Il n'y a plus de sujet. Mais il y a un vrai truc à faire avec notre énergie. Surtout que EDF a beaucoup de raisons d'utiliser et d'autoconsommer sur place. Mais pour des raisons politiques, c'est pas possible. Ça a été proposé, ça a été refusé sans même être étudié. Pour l'instant, c'est juste pas encore entendable en France. Il faut qu'on fasse un petit peu de chemin, il faut qu'on mûrisse un petit peu sur ces questions. Et puis, tu as aussi une guerre politique où tu as un parti qui dit non à la proposition juste parce que c'est l'autre parti. Donc, on est quand même dans une... les faiblesses de la démocratie aussi, tu vois. Je voudrais qu'on prenne un peu de recul sur la démocratie. On a beaucoup parlé crypto. C'est ton sujet de prédilection, clairement. C'est le sujet de Meria, c'est le sujet de ta chaîne. Tu vis pour ça. Depuis qu'on se connaît, c'est vrai que tu n'as jamais dévié de cette ligne directrice. Est-ce qu'il y a d'autres classes d'actifs qui t'intéressent en termes d'investissement au-delà de la crypto? Totalement. Beaucoup les métaux précieux. Parce que je retrouve une espèce de critère qui me plaît beaucoup. Il y a des parallèles. J'ai diversifié un petit peu sur de l'immobilier. Globalement, je n'en fais plus trop. J'en faisais beaucoup en France et je suis en train d'arrêter petit à petit. Locatif ou résidence principale? Les deux. Ouais, locatif, mais également rachat. On a même à un moment racheté des bureaux dans lesquels on était. Donc, on a un petit peu goûté à tout, si tu veux. Et c'est quand même souvent des contraintes et de l'immobilisation qui est un fluide qu'on maîtrise quand même moins que celui de l'investissement comme on le fait. J'aime bien les prises de participation sur des titres en bourse aussi. Même si j'ai une préférence et naturellement une appétence pour les actions en lien avec la crypto. Je suis très exposé sur Base, sur Coinbase. Également maintenant sur Circle légèrement. Et petit à petit, là, je suis en train de me repositionner sur des boîtes un peu plus traditionnelles, du LVMH, ce genre de choses. Et puis après, j'ai des sociétés de gestion en parallèle. J'aime beaucoup de classes d'actifs parce que ce qui m'intéresse, c'est comprendre comment ça tourne derrière. Et tu te rends compte que c'est quand même un petit peu tout le temps les mêmes mécanismes. Hein. L'offre, la demande, ta gestion, la durée du projet. Et j'ai tendance à diversifier, mais je suis quand même très crypto ou tech, au moins tech-oriented. Justement, pour finir, si tu devais recommencer en crypto aujourd'hui, avec tous les paramètres de marché qui sont devenus notre réalité, comment tu t'y prends? Fais un stablecoin? Sans blague, hein. Je fais un stablecoin et je pars dans un pays où il n'y a pas de régulation sur ça et je fais un stablecoin et j'essaye de bosser sur un modèle, c'est très clairement Tether, la meilleure réussite. Après, avec des si, je fais une Bitcoin Trésor et compagnie, mais je la démarre en 2015. Et côté investisseur, t'investirais dans quoi? Côté investisseur, presque que Bitcoin only. Je ferai beaucoup de launch parce qu'on est passé par 2 phases où c'était le launch qui était important. C'est quoi le launch? Le lancement, pardon. Le moment où le token arrive, l'ICO, le moment où le jeton est créé. C'est là que tu as des multiples complètement fous et qu'on a des petites zones ou des petites périodes de flottement de quelques jours ou quelques semaines où c'est complètement décorrélé de toute réalité. Et tu peux faire des multiples qui sont même plus rationnels, tu vois. Donc c'est ça que je ferai. Ensuite, je me recentrerai encore plus sur Bitcoin. Non pas que je ne crois pas aux autres réseaux, mais
C'est l'actif qui a fait le plus ses preuves depuis et qui avait déjà fait le plus ses preuves à l'époque. Et je ferais beaucoup moins ce que j'ai fait, c'est-à-dire à beaucoup de moments, j'ai vendu Bitcoin quand j'estimais qu'il était relativement haut pour profiter d'une seconde lame pour aller sur d'autres cryptos. J'ai des fois été déçu sur cette seconde lame. Je ne me suis jamais raté sur Bitcoin et sur ma détention. J'aime bien dire qu'il n'a jamais été aussi haut. Son prix n'a jamais été aussi cher. J'ai jamais ressenti autant le fait que j'en avais pas assez. Amen. Exactement. Owen, je te propose de terminer par le chrono finari. Je vais te proposer 2 options et tu vas me dire laquelle te plaît le plus et surtout m'expliquer en 3 mots pourquoi tu fais ce choix. C'est parti. Trump et la crypto, calcul politique ou réelle conviction? C'est une réelle conviction, mais il a quand même calculé. Le futur de l'argent, c'est le Bitcoin ou les stablecoins? Bitcoin quand il sera moins volatile, je pense. Le futur, très long terme, je pense que ce sera Bitcoin. L'adoption de masse de la crypto, c'est un rêve ou c'est une réalité? C'est une réalité, consciente ou inconsciente. Peut-être qu'un jour on l'utilisera comme on utilise Internet aujourd'hui, sans avoir conscience du protocole TCP/IP derrière. Mais je suis certain que c'est une réalité. Bitcoin et les institutionnels, les fameux institutionnels qui sont enfin là, c'est un mariage de raison ou c'est un vrai mariage d'amour? C'est un mariage de raison, c'est pour les profits, mais quand quelqu'un il vient par raison, il finit par s'intéresser à l'actif et développe pour moi quelques sentiments. L'Ethereum ne reverra pas son ATH, son all-time high. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, il reverra son ATH, j'espère. Ether ou Solana? Ether, pour le moment. Les altcoins, c'est une mort clinique ou c'est un coma temporaire? C'est une mort clinique. Pour moi, il faut arrêter de tous les nommer, tous les altcoins. Il y en aura quelques-uns évidemment, mais l'ensemble du marché des altcoins, c'est une mort clinique. Investir en crypto, c'est devenu ennuyeux. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. C'est devenu ennuyeux quand on n'a pas envie de se pencher dessus. Ce qu'offrait 2021, c'était sexy même sans connaissance. Aujourd'hui, il faut creuser un petit peu. Ce qui me remet dans une position où ceux qui prennent le temps de le faire ont un petit avantage et ils ont un petit alpha. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. Les hardware wallets, c'est une technologie du futur ou finalement c'est déjà dépassé? Je pense que c'est une technologie qui est tout à fait courante. Je ne répondrai enfin, j'irai dans aucune des deux directions. C'est pas dépassé, mais je pense que c'est l'une des bonnes façons d'approcher la conservation de sa clé privée. Merci Owen. Merci à toi.